Alors, qu'est-ce qui se passe après? Et donc, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas réussi à chiffrer grand-chose, mais on a quand même réussi à faire des chiffrages consolidés. Et je voudrais d'ailleurs, à ce niveau-là, remercier beaucoup Erwan Proto, qui m'a beaucoup aidé sur les chiffrages et sans lequel on n'aurait pas pu aboutir sur un certain nombre d'entre eux. Donc, voilà. Je voudrais aussi signaler qu'on a mis à disposition, ou on mettra à disposition, un petit tableur de calcul dans lequel on explique comment on a procédé pour aboutir aux chiffres qui sont dans ces diaporamas et dans les diaporamas suivantes. Voilà. De façon transparente, parce qu'on est tout à fait prêt à discuter de ces chiffrages, on a essayé de mettre à disposition la méthode de calcul. Alors, ce qu'on voit Je sur... me permets de on a pu t'interrompre. chiffrer... Oui, Oui, simplement pour faire un petit vas-y. sur le passage du temps. Il va falloir qu'on clôture bientôt pour pouvoir avoir un petit temps de questions-réponses avant les témoignages. Mais on Oui, va prendre quelques minutes de plus quand même pour se c'est donner. bon, j'ai ça en tête. Voilà. Super. Ouais, merci Jean-Noël, le maître du temps. Donc voilà, donc le principal, donc on a pu chiffrer que sur la consommation d'énergie des bâtiments, les déplacements domicile-travail, le parc automobile, les véhicules de service et les repas dans les cantines. L'ordre de grandeur qu'on trouve sur une toute petite partie des émissions, c'est moins 80%, c'est-à-dire qu'on est dans le bon ordre de grandeur. C'est déjà relativement rassurant. Je voulais simplement mettre en avant très rapidement 4 enseignements qu'on peut tirer de ces chiffrages. Le premier, c'est que, par exemple, sur le parc automobile, l'essentiel de la réduction, il est lié à des décisions qui sont directement à la main de l'administration. L'électrification du parc de service, avec des véhicules plus petits, renouvelés tous les 10 ans et plus tous les 7 ans, ça permet de faire 95% de la baisse qu'on envisage. Le reste étant lié à l'efficacité énergétique, l'amélioration de la baisse de l'empreinte carbone de la fabrication des véhicules électriques, etc., etc. Donc ça veut dire que, oui, l'administration va utiliser la décarbonation des autres secteurs, mais elle a aussi des leviers directement à sa main. C'est la même chose pour l'alimentation, puisque 50% de réduction, et on peut atteindre 50% de réduction par la recomposition des menus et la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui sont directement à la main des personnes qui gèrent des cantines. En revanche, sur d'autres secteurs, on est dans des situations un peu différentes. Par exemple, ce déplacement domicile-travail, c'est effectivement la décarbonation des mobilités quotidiennes qui fait l'essentiel de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ce poste-là. Mais l'administration a un rôle parce qu'elle peut faire des plans de mobilité, elle peut encourager le recours à des mobilités décarbonées. Alors, on a cité là la possibilité de cumuler le forfait mobilité durable et l'abonnement transport en commun, qui n'est pas ouvert aujourd'hui pour les fonctionnaires, pour une raison qui m'échappe. Mais le point d'attention autour de ça, c'est aussi la sobriété. Il ne suffit pas de dire on va passer tous les transports, on va électrifier tous les transports et du coup la solution est réglée. On pourra le faire, et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, que si par ailleurs on diminue le nombre de kilomètres parcourus. Donc il y a aussi un effort de sobriété qui va avec. Et ça, c'est ce qui illustre ce qu'on a pu voir, les calculs qu'on a pu faire sur la consommation énergétique des bâtiments. La suppression du chauffage au fioul ou du chauffage au gaz, ça peut représenter 40% de baisse, mais il faut combiner ça avec la réduction de la consommation énergétique très significative pour atteindre près de 80% de réduction et donc des réductions qui sont significatives. Voilà ce qu'on voulait dire sur ce sujet. Alors, je vais aller très vite sur la fin. Les diaporamas, en fait, tout ce qui est dedans, on l'a quasiment déjà dit. Quel impact sur les agents publics? Finalement, ce qu'on voulait surtout mettre en avant là-dedans, c'est pas d'impact quantitatif sur l'emploi public. On ne considère pas que pour décarboner l'administration publique, il faut qu'il y ait moins d'agents publics. Ça, c'est important à signaler. Et puis pour le reste, on l'a déjà dit, c'est plutôt un projet positif pour l'administration qui peut renforcer l'attractivité. Et ça, c'est quand même quelque chose de positif. Sur l'émission, on ne voit pas d'impact non plus sur l'émission. Au contraire, on considère que l'émission aurait tendance à être mieux assurée, à condition d'accompagner l'évolution des méthodes de travail et surtout d'accompagner la dématérialisation des démarches. C'est un point sur lequel on a eu beaucoup de retours et qui fait l'objet d'un long développement, d'un long encadré dans le rapport. Comment éviter que la dématérialisation des démarches laisse au bord de la route un certain nombre d'usagers. Et puis, on pense que si on s'organise, si on se prépare, on est plus capable on ne va pas subir les aléas, mais on va maintenir de façon proactive les missions essentielles. Avec un petit bémol, qui est la dépendance dans le numérique, sur lequel il y a aussi un long développement dans le rapport. Et je vais juste dire une phrase là-dessus. Le numérique, ça n'est pas que immatériel, c'est aussi des réseaux, des tuyaux qui font passer des données, et donc qui consomment de l'énergie et qui sont vulnérables aux aléas d'approvisionnement énergétique et aux aléas
physique du changement climatique. Donc, il faut maîtriser cette dépendance dans le numérique. Et puis, l'impact sur la société, je l'ai dit, l'exemplarité, ça peut inspirer le reste de la société. Ça peut entraîner un cercle vertueux au travers de la commande publique. Et puis, l'administration, elle sera en meilleure capacité de mener les bonnes politiques publiques si elle a déjà pratiqué sur elle-même, si elle a déjà testé le bon équilibre entre les obligations de moyens entre les objectifs de moyens et les objectifs de résultats, entre la contrainte et l'encouragement, etc., etc. Et puis, je vais terminer sur les 2 derniers messages principaux, et je ne vais pas les lire, simplement pour dire que c'est possible et c'est une opportunité, et que c'est même une nécessité parce que, pour reprendre une expression de Jean Nouvel, décarbonation bien ordonnée commence par soi-même. Alors, merci beaucoup, Jean-Guillaume. Pour compléter brièvement sur décarbonation bien ordonnée commence par soi-même, c'est quelque chose qui est particulièrement pertinent dans le cadre des, disons, préélectorales actuelles, puisque de nouveaux chefs d'administration, par exemple les ministres, vont arriver au pouvoir, vont prendre leurs fonctions. Et c'est aussi dans ce cadre-là que la décarbonation peut commencer par la décarbonation de l'administration qui est, entre guillemets, à leurs mains. C'est la même chose pour les nouveaux directeurs, nouveaux dirigeants qui arrivent à la tête d'une administration, quelle qu'elle soit, ou les maires qui ont été élus en 2019 maintenant, 2020, pardon, ou les présidents de conseils régionaux. Donc voilà, c'est particulièrement pertinent dans cette période fortement électorale. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de politique publique de décarbonation des autres secteurs parce qu'on n'est pas parfait soi-même sur la décarbonation. On va prendre quelques questions brièvement. On a déjà tenté de répondre à certaines dans le chat, mais il y en a qui sont intéressantes. Et ensuite, on passera au témoignage. On va prendre quand même quelques minutes de questions. Donc, Jean-Guillaume, une question de Lucas Majard qui nous dit « Intéressant de voir des estimations des émissions de l'administration. Est-ce que ce sont les 4 plus gros postes? Je manque de l'image totale. La mobilité des travailleurs et des usagers compte-t-elle alors bien pour 50%? Je suis curieux de voir les modèles pris en compte pour estimer la baisse. » Alors non, je n'ai pas de vision claire pour être capable de dire si c'est la majorité des émissions qui sont représentées là. C'est simplement ce qu'on a pu calculer. Et c'était une grosse frustration, hein. J'aurais pu le signaler tout à l'heure. Le manque de données, ça nous a aussi empêché de faire les calculs. Mais bon. Je pense qu'il y a des gros postes. Tout ce qui est commande publique, en fait, est pas du tout on n'a pas du tout pu l'évaluer, hein, là, tout simplement, en fait. Un petit peu l'alimentation, qui est une petite partie de la commande publique, et les véhicules, mais on n'a pas pu évaluer la commande publique. Les déplacements des usagers, impossible à calculer. C'est sans doute très variable selon les administrations, mais il y a aussi des administrations. Enfin, voilà, il y a beaucoup plus de déplacements quotidiens d'élèves vers les établissements scolaires que d'agents publics qui vont travailler, en fait, tout simplement. Donc non, on n'a pas de vision globale et c'est une frustration par rapport à ces travaux. Merci beaucoup. Et quel impact de la décarbonation de l'administration avez-vous noté sur d'autres secteurs? Y a-t-il par exemple des effets rebonds, des effets vertueux? Alors, ce qu'on imagine comme effet vertueux, c'est le levier de la commande publique, hein. C'est simplement de se dire si l'administration, par exemple, je vais essayer de donner un exemple concret. Je prends les sociétés de restauration collective. Une partie de l'administration délègue la réalisation des repas aux grandes sociétés qu'on connaît tous. Voilà. Si on se met à exiger de ces sociétés qu'elles fournissent des repas avec une empreinte carbone limitée, ça veut dire qu'elles vont être obligées de constituer une offre en la matière. Ça veut dire qu'elles vont être incitées à proposer cette offre aussi au secteur privé, lequel va pouvoir bénéficier de cette offre qui n'est pas disponible aujourd'hui. Et donc, on va avoir un impact aussi sur d'autres secteurs de l'administration. Ça vaut, on pourrait imaginer ça aussi pour les entreprises de services, de prestations de nettoyage, d'entretien, de travaux publics, etc. Et donc, on imagine que ça peut avoir un effet vertueux en la matière, qu'on n'a pas évidemment su chiffrer, mais c'est pour ça que je signalais le chiffre de 5 à 10% du PIB quand même pour la commande publique. Alors, ça dépend un petit peu comment on compte, si on ne compte pas les délégations et comment on compte le fait qu'on ne finance pas tout.
qu'une partie de ce qui est délégué est aussi financé par les usagers. Donc, enfin, c'est quand même un poids significatif dans l'économie et ça peut être très important pour certains secteurs. Merci beaucoup. On va prendre encore une troisième question. Et puis, alors, quelqu'un demande à avoir une précision sur ce que voudrait dire changer le statut des fonctionnaires et en quoi est-ce que ça contribuerait à la décarbonation. Est-ce que tu peux expliciter? Alors, je ne voulais pas changer le statut des fonctionnaires. Il y a un article dans la loi de 84 sur les fonctionnaires qui liste un petit peu les obligations des fonctionnaires dans lesquelles on retrouve classiquement le principe d'égalité, laïcité, etc. Et on se dit qu'on pourrait très bien aussi inscrire l'idée que les fonctionnaires contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable. Comme je le disais tout à l'heure, ça a été inscrit pour la commande publique, ça pourrait être inscrit pour les fonctionnaires. C'est à la fois symbolique, mais ça emporte aussi potentiellement des conséquences en la matière, peut-être une possibilité d'activer une sorte de droit d'alerte. Enfin, je ne sais pas dans quelle situation, si on se retrouve à mettre en place des politiques publiques qui sont considérées comme contraires aux objectifs du développement durable, etc., etc. Ce serait symbolique, mais c'est aussi une façon de faire en sorte que le sujet il soit vraiment intégré par tout le monde systématiquement. Je vais juste dire un mot sur comment on en est arrivé à cette idée-là, en fait. C'est venu d'une réflexion sur les concours d'entrée dans la fonction publique. On s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas tester, de la même façon qu'on va former les agents publics sur le changement climatique, on devrait les tester au moment de leur entrée pour vérifier qu'ils ont un minimum de connaissances de base en la matière. Moi, mon idée, je ne sais pas si c'est très orthodoxe, c'est de dire on ne va pas recruter des agents climato-sceptiques. Donc, mais pour faire ça, il faudrait inscrire ça dans les textes relatifs au concours. Et puis les textes relatifs au concours, ils renvoient tous finalement aux missions des fonctionnaires, lesquelles renvoient d'une certaine façon au statut du fonctionnaire. Donc si on voulait faire ça de façon transversale, peut-être que la façon la plus simple, ce serait de dire que contribuer aux objectifs de développement durable, ça fait partie des obligations des fonctionnaires. Et du coup, on pourrait s'assurer, on pourrait à la fois passer le message à tous les fonctionnaires que c'est un sujet important, et on pourrait aussi éviter de recruter des gens qui ne sont pas du tout sensibilisés au sujet, qui n'ont aucune connaissance sur le sujet, etc. De fait, pour avoir participé à des jurys de concours, aujourd'hui, c'est testé. Et quand on voit que les gens sont complètement perdus sur le changement climatique, ça ne donne pas forcément une très bonne impression au jury. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Mais on voit tout à fait, quand on lit l'article, je crois que c'est l'article 25 de la loi de 84, on voit très bien qu'on pourrait rajouter un alinéa. Et c'est en faisant des choses comme ça qu'on crée ensuite des dispositions qui peuvent permettre d'enclencher les choses. Merci. Une dernière question. Moins 95% sur les véhicules. Quelqu'un suspecte qu'on parle là uniquement d'émissions de fonctionnement sans prendre en compte la fabrication et la déconstruction des véhicules électriques qui sont plus énergivores que les thermiques. Alors, le fait qu'ils soient plus énergivores, peut-être pour leur fabrication, mais pas pour leur fonctionnement, je précise. Oui, alors effectivement, dans le tableur, on explique bien comment on a procédé. En fait, on prend en compte les émissions de fabrication. Simplement, alors je vais essayer de dire ça à très très grands traits. Une batterie électrique aujourd'hui d'un véhicule 100% électrique fabriqué dans le monde, je dis les chiffres de façon très très globale, hein, c'est en gros 6 tonnes équivalent carbone, je crois, non? C'est ça? Je suis peut-être pas dans la bonne ligne. Je peux compléter si tu veux. Mais en fait, ce que oui, c'est peut-être Jean-Marc qui donnera la meilleure réponse. Mais je veux simplement dire qu'on prend bien les émissions, on prend bien en compte les émissions. Simplement, elles sont étalées sur la durée de vie du véhicule. Donc, et c'est pour ça que ce qui joue assez significativement sur ce sujet-là, c'est le fait qu'on passerait de 7 ans à 10 ans pour la durée d'utilisation des véhicules. Voilà. Et en fait, plus on fait de kilomètres avec un véhicule électrique, plus on compense le fait que la batterie émet plus les émissions de fabrication liées à la batterie. Et en fait, moi, l'ordre de grandeur que j'ai en tête, c'est que si on fait 60 000 km par an, si un véhicule fait plus de 60 000 km, ça compense aujourd'hui les émissions de fabrication de la batterie. Voilà. En France, il n'y a pas photo, hein. L'électricité, c'est mieux que le pétrole. En gros, une batterie de véhicule, c'est de l'ordre de 100 kg de CO2 par kilowattheure de stockage. C'est ça l'ordre de grandeur. Ce qui veut dire que pour une batterie de 40 ou 50 kWh, il faut compter en gros 5 tonnes de CO2.
Par ailleurs, la fabrication d'une voiture, c'est de l'ordre de 5 tonnes de CO2 par tonne de voiture. Toujours pareil, ordre de grandeur. Donc, on double les émissions en première approximation, une voiture électrique, on double les émissions de fabrication par rapport à une voiture thermique. Par contre, les émissions de fonctionnement sont beaucoup plus basses parce que le moteur électrique est plus efficace que le moteur thermique. Donc, à puissance mécanique identique, il consomme entre 2 et 4 fois moins d'énergie stockée dans la voiture. Et par ailleurs, l'énergie en question est beaucoup plus décarbonée, puisque le pétrole est en gros à 300 grammes de CO2 par kilowattheure thermique, alors que l'électricité, elle est plutôt en France à 50 grammes de CO2 par kilowattheure électrique. Donc, on gagne un facteur 6 sur les émissions par kilowattheure stockées dans la voiture, et avec l'efficacité de la chaîne de traction, on gagne un facteur 15 à 20 sur le kilowattheure par enfin, sur les émissions par kilomètre parcouru sur la partie énergie de traction. Donc, en France, l'affaire est très rentable, il n'y a pas de sujet. Mais ça n'épuise pas le fait qu'il faut effectivement prendre des petites voitures électriques plutôt que des grosses, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Plus une, c'est que si on fabrique des petites voitures avec une même capacité de fabrication de batterie, on est capable de transformer plus de véhicules que si on fabrique des grosses voitures. Donc, il y a aussi un sujet de démocratisation de l'accès aux véhicules électriques à capacité de fabrication de batterie identique. C'est beaucoup plus démocratique, entre guillemets, de fabriquer des petits véhicules que d'en fabriquer des gros. Voilà, c'est une incidente par rapport au sujet sur la fonction publique, mais bon, ça, c'est… Merci Jean-Marc pour la précision. Jean-Guy, un dernier mot et on passe au témoignage. Je voulais simplement dire que dans le rapport, et sans forcément aller chercher dans le tableur, on détaille effectivement pour les postes véhicules, donc je ne saurais pas vous dire la page du rapport, mais ça se trouve assez facilement, les émissions liées à la fabrication et liées à la consommation avec les hypothèses qu'on prend, etc. Et donc, voilà, ça donne des bons ordres de grandeur. Et après, si vous voulez des détails sur ces hypothèses, etc., je vous renvoie à la présentation du rapport Industrie automobile qui aura lieu le 18 novembre.